Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de l'équipe de recherche graphique au sein d'Esprit, aujourd'hui, on va donc apprendre ensemble comment implémenter un modèle de machine learning très populaire et très utilisé. Donc, c'est l'arbre de décision. C'est un modèle qu'on peut utiliser pour faire de la classification et de la régression. Alors, pour ce faire, j'ai préparé deux choses. Donc, un Jupyter, en fait, un fichier Jupyter, dans lequel on va faire l'implémentation de l'arbre de décision. Mais aujourd'hui, on va faire ça juste pour, en fait, un problème de classification. Et en parallèle, j'ai préparé une présentation dans laquelle je vais vous rappeler quelques notions théoriques concernant l'arbre de décision. Alors, pour bien donc démarrer, on va commencer ou bien on va regarder ensemble quelques donc, notions théoriques pour l'arbre de décision. Alors, je vais commencer par la définition d'un arbre de décision. Un arbre de décision est un modèle de machine learning non paramétrique utilisé pour faire des problèmes, donc que ce soit dans le cas de classification ou bien dans le cas de la régression. L'objectif de ce modèle est de créer, donc en fait l'objectif d'un arbre de décision est de créer un modèle qui prédit les valeurs de la variable cible en se basant sur un ensemble de séquences de règles de décision déduites à partir des données d'apprentissage. Donc, d'une façon générale, les différents composants d'un arbre de décision sont ici, donc là, on a ce nœud-là, donc c'est la racine. Après, il y a des branches. Donc, les branches nous permettent de définir des nœuds internes. Après, à partir de ces nœuds internes, on peut définir donc des feuilles. Donc, une feuille représente en fait, une règle de décision ou bien une classe. Maintenant, je vais vous présenter quelques avantages et quelques inconvénients d'un arbre de décision. Donc, les arbres de décision sont en fait des modèles simples à comprendre et interpréter parce que si on travaille avec les arbres de décision, on peut tracer donc notre arbre à chaque fois et on peut interpréter cet arbre. Ils peuvent travailler donc sur des données avec un peu de préparation, donc on n'est pas obligé de normaliser nos données. Ils acceptent les données numériques et nominales, qui n'est pas le cas donc pour d'autres modèles du machine learning. Ils donnent de bonnes performances si leurs hypothèses sont un peu violées par la méthode réelle, à partir duquel les données ont été générées. Parmi les inconvénients d'un arbre de décision, on peut citer parfois ce sont des modèles un peu complexes. Ils ne généralisent pas bien les prédictions. Ce qui va donc générer le problème d'overfitting, le problème sur apprentissage. Ils peuvent être instables à cause des variations des données. Les arbres de décision peuvent être aussi donc biaisés à la classe dominante. Ce n'est pas donc toujours garanti de trouver l'arbre de décision optimal. Voyons maintenant donc le principe ou bien les 4 étapes à suivre pour construire un arbre de décision. Donc, la première étape consiste à déterminer la meilleure caractéristique dans l'ensemble de données d'entraînement. La deuxième étape consiste à diviser les données d'entraînement en sous-ensembles contenant les valeurs possibles de la meilleure caractéristique. La troisième étape consiste à générer d'une manière récursive, donc encore une fois, l'arbre de décision suit la récursivité, donc générer de manière récursive de nouveaux arbres de décision en utilisant les sous-ensembles de données créés. Et la dernière étape, en fait, consiste à arrêter notre modèle, et ceci lorsqu'on ne peut plus donc classifier les données. Maintenant, voyons quelques modèles, ou bien en fait quelques algorithmes automatiques très utilisés pour construire un arbre de décision. Donc là, je vais juste citer quatre algorithmes, à savoir ID3, Iterative Dichotomizer Tree, qui a été développé en 1986 par Ross
Quinlan. Il peut être appliqué, parmi ces inconvénients, il peut être appliqué juste pour les caractéristiques donc, nominales. Il est utilisé pour le classement. Il y a l'algorithme donc C4.5 qui est une extension de ID3 donc par Ross Quinlan encore une fois. Cet algorithme peut être appliqué sur tous les types de variables. Il est utilisé pour le classement. Il y a donc l'algorithme C5.0 qui est une extension commerciale de l'algorithme C4.5. Et donc, l'algorithme le plus utilisé, c'est l'algorithme CART, Classification and Regression Trees. Pourquoi c'est l'algorithme le plus répandu? Car c'est lui qui est utilisé donc, par la bibliothèque scikit-learn pour faire l'implémentation de l'arbre de décision. Alors, c'est pourquoi, en fait, puisqu'aujourd'hui, on va utiliser scikit-learn pour faire l'implémentation de notre arbre de décision, donc là, je vais détailler un peu l'algorithme de CART. Donc, c'est parmi les plus donc, performants et les plus répandus, encore une fois, car il est utilisé par scikit-learn. Il accepte donc tout type de variables. Il utilise donc le critère de séparation indice de Gini, donc qui est défini par 1 moins la somme de i allant jusqu'à n des fréquences en fait des FI au carré. Bien sûr, n c'est le nombre de classes à prédire et FI c'est la fréquence de la classe dans le nœud. Donc après, plus l'indice du Gini est bas, plus le nœud est pur. Donc il n'y a pas d'impurité. En séparant un nœud en deux nœuds fils, on cherche la plus donc grande hausse de la pureté. La variable la plus discriminante ou bien la variable séparatrice doit maximiser donc la quantité suivante. L'indice du Gini avant séparation moins une somme entre parenthèses des indices du Gini du nœud fils. Aussi, donc, il faut savoir que pour appliquer ou bien construire un arbre de décision en utilisant l'algorithme CART, donc il y a deux étapes à suivre. La première étape consiste à construire un arbre maximal. Pour ce faire, il y a plusieurs donc, indices qu'on peut utiliser, mais l'indice le plus populaire, c'est l'indice de Gini. La deuxième étape de l'algorithme CART consiste à élaguer donc, notre arbre maximal, c'est-à-dire on va construire toute une suite de sous-arbres optimaux élagués donc à partir de l'arbre maximal. Après, on va choisir l'arbre optimal en utilisant ce qu'on appelle le CCP. Donc, c'est un algorithme qui va donc choisir le meilleur arbre optimal. Pour avoir une idée sur cet algorithme, donc là, je vous invite à regarder le site de scikit-learn. Donc là, vous avez toute une description ou bien descriptif du CCP. Donc là, vous avez la formule mathématique. En fait, pour cette science-là, je ne vais pas donc entrer dans les détails. Par contre, dans des prochaines donc, sciences, peut-être on va reprendre cet algorithme et on va essayer de comprendre les mathématiques derrière. D'accord? Donc, maintenant, pour bien comprendre l'idée de l'indice de Gini, ou bien comment on applique donc l'indice de Gini pour déterminer donc la meilleure variable séparatrice. Donc, on va prendre un exemple très simple. Donc, on va considérer une base de données. Donc, c'est une banque, voilà, donc une banque dispose des informations suivantes sur un ensemble de clients. On va supposer qu'on a 8 clients. Pour chaque client, donc, on a pris 5 donc, variables. La variable M, qui est la moyenne du montant sur le compte client. La variable A, qui présente donc la tranche d'âge du client. La variable R, c'est localité de résidence du client. La variable E, c'est donc c'est une variable catégorielle, donc oui, si le client a un niveau d'études supérieures et non dans le cas contraire. Et donc, on a la variable I, c'est la variable cible ou bien la variable target, dans laquelle donc, il y a deux valeurs possibles, oui ou non. Donc, oui, lorsque le client consulte, donc le client consulte son compte bancaire en utilisant l'Internet, et non dans le cas contraire.
Alors, pour pouvoir ici, donc ici, on a 4 variables, M, A, R, E, et on a une variable target ou bien une variable cible, I. Alors, pour pouvoir choisir quelle est en fait, la meilleure variable séparatrice, on va commencer par calculer l'indice de Gini avant séparation. Donc, pour ce faire, donc là, en fait, on va utiliser cette formule, donc 1 moins la somme de I, donc allant de 1 jusqu'à n, fi au carré. Ici, donc, on a donc ici, la variable qu'on va utiliser pour calculer l'indice de Gini avant séparation, c'est la variable I. Donc, pour cette variable, il y a 8 clients. Pour ces clients-là, il y a 3 qui utilisent l'Internet pour consulter leur compte bancaire et 5 qui n'utilisent pas l'Internet pour consulter leur compte bancaire. Dans ce cas-là, l'indice de Gini avant séparation est calculé donc, par la formule suivante. Donc, l'indice de Gini avant séparation est égal à 1, moins, entre parenthèses, 3 sur 8 au carré plus 5 sur 8 au carré, ça nous donne 0,46875. Donc, ça, c'est l'indice de Gini avant séparation. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 4 indices de Gini. Donc, indice de Gini de la variable M, indice de Gini de la variable A, indice de Gini de la variable R et l'indice de Gini de la variable E. Pour ce faire, et à titre d'exemple, donc là, je vais prendre la variable M qui présente 3 valeurs ou bien 3 cas possibles. Donc, M peut être faible, moyen et élevé. Dans le cas où M est égal faible, donc il y a un seul client qui utilise l'Internet pour consulter son compte bancaire et 2 clients n'utilisent pas l'Internet. Donc, dans ce cas-là, l'indice du Gini pour M est égal faible est égal à 0,444, ainsi de suite. Dans le cas où M est égal moyen, l'indice du Gini est égal 0,44, ainsi de suite. Donc, pour le cas où M est égal élevé, donc l'indice du Gini dans ce cas-là est égal à 0. Donc là, grâce à ces 3 indices de Gini, on va pouvoir calculer l'indice de Gini de M dans le cas général. Donc, c'est déjà l'indice de Gini avant séparation qu'on a déjà calculé tout à l'heure, c'est 0,46 875, moins, entre parenthèses, la somme de ces 3 indices de Gini, ce qui donne moins 0,420138. Après, on va faire la même chose pour donc la variable A, donc on va calculer l'indice de Gini de la variable A. Donc on obtient un indice de Gini est égal dans ce cas-là à moins 0,03125. Dans le cas de la variable R, donc localité de résidence du client, donc on applique le même principe. Donc on obtient un indice de Gini pour R est égal à moins 0,9201388. Et pour la dernière variable E, donc niveau d'étude du client, qui présente deux cas, oui ou bien non. Donc dans ce cas-là, on obtient un indice de Gini E est égal à moins 0,011, ainsi de suite. Donc pour résumer, là, on a calculé 4 indices de Gini. Donc il y a l'indice de Gini de la variable M, l'indice de Gini de la variable R, l'indice de Gini de la variable E et l'indice de Gini de la variable A. Donc maintenant, la question qui se pose, quelle est la variable qu'on va prendre comme variable séparatrice? Donc là, le principe de l'indice de Gini consiste en fait, donc là, il nous dit quoi? Que la variable la plus séparatrice est celle qui maximise la quantité, indice de Gini avant séparation, moins la somme entre parenthèses de l'indice de Gini d'une fils. Dans notre cas ici, donc la valeur maximale, c'est pour la variable E. C'est-à-dire, donc là, le premier nœud de notre arbre maintenant contient la variable E. Donc là, on voit bien que, donc là, ce qu'on peut conclure que si le client n'a pas donc un niveau d'études supérieures, donc il n'utilise pas de l'Internet pour consulter son compte bancaire. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la deuxième variable séparatrice qu'on va choisir? Alors là, en utilisant le principe de récursivité, donc, et en reprenant l'indice de Gini, on va donc pouvoir déterminer donc, la variable qui se trouve bien séparatrice pour ce nœud-là. Donc, en faisant le calcul, donc là, je vais anticiper, donc on va obtenir cet arbre de décision. Donc, notre arbre final,
donc elle contient 4 feuilles. Donc, encore une fois, chaque feuille, elle présente une décision. Là, si on veut lire cet arbre-là, donc là, on voit bien que si le client n'admet pas ou bien n'a pas un niveau d'études supérieures, donc là, on peut conclure directement qu'il n'utilise pas l'Internet pour consulter son compte bancaire. Par contre, si le client a donc un niveau d'études supérieures, on va poser la question. Donc, quelle est la tranche d'âge de ce client? Si le client est jeune, donc on peut conclure que dans ce cas-là, il utilise l'Internet pour consulter son compte bancaire. Si donc notre client a un niveau d'études supérieures et tranche d'âge donc moyenne, donc il utilise également l'Internet pour consulter son compte bancaire. Par contre, si notre client a un niveau d'études supérieures mais tranche d'âge âgée, donc il n'utilise pas l'Internet. Donc, l'arbre de décision, cet arbre de décision nous a permis de définir 4 règles de décision. Donc là, je vous invite à reprendre cet exemple pour comprendre davantage les principes, en fait, l'idée derrière l'indice de Gini, utilisé dans le cas de l'algorithme CART. Passons donc maintenant à la pratique. Alors là, on va essayer de faire quoi? Donc, on va essayer d'implémenter, on va essayer de réaliser un projet machine learning en utilisant le modèle arbre de décision, mais dans le cas du classification. Donc, je vous rappelle encore une fois que l'arbre de décision, on peut l'utiliser pour faire de la régression et de la classification. Pour ce TP-là, on va utiliser l'arbre de décision pour faire de la classification. Donc, les étapes qu'on va donc suivre sont, donc là, on va entraîner, dans un premier temps, on va entraîner notre modèle et calculer son score, donc avec les hyperparamètres par défaut. Bien sûr, entre-temps, on va utiliser la méthode train test split. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'optimiser ou bien de régler les hyperparamètres de notre estimateur ou bien de notre modèle Decision Tree Classifier en utilisant la méthode Grid Search CV. Ensuite, on va profiter donc de la version 0.22 du scikit-learn qui va nous permettre de tracer facilement notre arbre de décision et de traduire cet arbre sous forme d'un texte en utilisant 2 méthodes, Plot Tree et Export Text. Après, on va essayer d'interpréter notre arbre de décision. Encore une fois, pour ce TP, on va utiliser donc la célèbre donc, base de données Iris pour entraîner ou bien pour valider notre arbre de décision, bien notre modèle donc de Decision Tree Classifier. Donc là, vous avez un descriptif donc de l'arbre de la base de données Iris. Donc encore une fois, c'est une base de données qui contient 150 fleurs. Pour chaque fleur, on a pris 4 mesures: longueur de pétale, largeur de pétale, longueur de sépale et largeur de sépale. Après, selon ces mesures, on a classé donc nos fleurs en 3 classes. Il y a donc la classe Setosa, Versicolor et Virginia. Alors, pour ce faire, donc pour implémenter notre algorithme arbre de décision, on va commencer donc par charger quelques bibliothèques qu'on va utiliser. Pour commencer, donc je vais charger la bibliothèque NumPy. Import NumPy as MP. Après, donc on va importer la bibliothèque Matplotlib pour tout ce qui est représentation graphique. Import matplotlib.pyplot as PLT. Après, on va donc à partir du module dataset, on va charger la base de données Iris. Donc import en fait from scikit-learn point dataset. Donc là, on va importer import load Iris. Donc on va importer la bibliothèque, en fait la base de données Iris.
Voilà, on va exécuter donc cette série. Donc, il y a un problème, donc ASPLT ici. Voilà. Là, on a chargé donc tout ce qu'il faut pour construire notre modèle. Après là, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter, ou bien on va instancier notre base de données iris à la variable iris. Pour ce faire, on va écrire iris est égal load iris. L'étape suivante consiste à découper ou bien diviser iris en deux tableaux, un tableau X qui contient les variables et un tableau Y qui contient les classes. Pour ce faire, on va écrire donc X, virgule Y, égale, donc là, égale iris, donc point data, ça c'est pour les variables, virgule, iris, point target. Donc là, on a créé deux tableaux, un tableau X qui contient donc les variables et un tableau Y qui contient les classes. Donc là, donc on peut afficher, dimension de X. Donc il suffit d'écrire X.shape. Donc normalement là, on va obtenir un tableau qui contient 150 lignes et 4 colonnes. Voilà, donc là tout va bien. La dimension de X, c'est 154. Pour dire, il y a 150 fleurs et 4 colonnes. Donc, chaque colonne représente une variable. Je vous rappelle encore une fois que les variables sont largeur de pétale, longueur de pétale, largeur de sépale et longueur de sépale. On peut également afficher la taille, donc bien la dimension de Y. Donc, Y contient normalement les classes. Normalement, on obtient 150, c'est pour dire qu'il y a 150 classes. Maintenant, donc, on peut également afficher le nom de chaque variable. Donc, il suffit d'écrire iris. Point. Donc là, on va utiliser la méthode fetch names. Donc là, on obtient les noms ou bien le nom de chaque variable. Donc la première variable, c'est sepal length, donc longueur des sépales. Deuxième variable, c'est sepal width. Troisième variable, c'est petal length. Et quatrième variable, c'est petal width. On peut également donc afficher les noms des classes. Donc là, il suffit d'écrire iris.target names. Donc là, normalement, on obtient trois classes. Donc la première classe, c'est Citosa. Deuxième classe, Versicolor. Et la troisième classe, c'est Virginica. OK, donc maintenant, il est temps en fait pour entraîner notre modèle Decision Tree Classified. Alors, là, il nous demande d'entraîner ou bien d'entraîner notre modèle en utilisant les valeurs par défaut pour les épars paramètres. Alors, pour ce faire, tout d'abord, on va faire quoi? On va charger notre modèle. Donc, from scikit-learn. Donc, Decision Tree Classifier, c'est un modèle qui nous vient du module tree. Donc là, le module tree nous vient à partir de la bibliothèque scikit-learn. Donc, from scikit-learn.tree, import decision. Donc là, on obtient deux possibilités. Donc, il y a Decision Tree Classifier et Decision Tree Regressor. Donc là, pour nous dire qu'on peut utiliser un arbre de décision pour faire de la classification et pour faire de la régression. Donc, nous, là, on va utiliser l'arbre de décision pour faire de la classification. L'étape suivante consiste donc à instancier. Donc là, on va instancier notre modèle à une variable qu'on va appeler dt. dt, c'est pour dire Decision Tree. Donc, égal Decision Tree Classifier. Et donc là, on va prendre, donc, encore une fois, pour chaque modèle de machine learning, il y a des épars paramètres à introduire normalement. Mais en général, il y a certains épars paramètres sont définis avec des valeurs par défaut. Donc là, juste encore une fois, pour afficher les épars paramètres de notre modèle, il suffit de cliquer donc sur Shift Tab. Donc là, si on clique sur Shift Tab, juste une minute. Donc là, si on clique sur Shift Tab, on obtient cette fenêtre dans laquelle il y a tous les épars paramètres de notre modèle. Ici, on peut voir Criterion, c'est Gini, Splitter, Best, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs épars paramètres pour notre modèle. Donc, ici, il y a CCP alpha. Par défaut, donc, c'est 0. OK? Mais nous, pour le moment, on va utiliser donc notre modèle avec les épars paramètres par défaut.
Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, en fait, on va diviser x, y. Donc, x, on va diviser x en x train, x test, y en y train, y test. Pour ce faire, on va utiliser la méthode train test split qui nous vient du module model selection. Donc, le module model selection se trouve dans la bibliothèque scikit-learn. Donc, from scikit-learn.model selection, donc import train test split. D'accord? Après, donc, on va définir x train, virgule, x test, virgule, y train, virgule, y test, égal, et là, on va utiliser notre méthode train test split. Train test split. Cette méthode, elle prend comme donc, variable d'entrée le tableau x qui contient les variables, le tableau, pardon, le tableau y qui contient les classes. Et donc là, on va fixer le pourcentage des données qu'on va prendre pour le test. Donc là, en fait, test size. Donc là, je vais prendre par exemple 20%. Donc on va prendre 0,2, c'est-à-dire on va prendre 20% des données pour la validation, bien pour tester notre modèle. Et là, donc on va fixer l'aléatoire, puisque train test split, lorsqu'elle va prendre 20% des données pour le test, elle va utiliser l'aléatoire. Donc là, pour fixer l'aléatoire, on peut faire passer donc, un nombre à l'argument random state. Donc, random state, donc là, on va prendre, par exemple, 3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a défini notre modèle, on a fait donc le split de nos données. Maintenant, il est temps pour entraîner notre modèle. Pour ce faire, on va utiliser la méthode fit. Donc, on écrit le nom de notre modèle, c'est dt.fit. Et là, on va utiliser xtrain, virgule, xtest, ytrain, pour entraîner notre modèle. Maintenant, on va exécuter donc cette cellule. Donc là, il nous dit qu'il y a donc faute, donc il ne connaît pas T. Pourquoi? C'est où le problème? Donc là, c'est Y, c'est pas T. Voilà. Maintenant, tout va bien. Donc, on a bien entraîné notre modèle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le score de notre modèle. Bien sûr, maintenant, pour calculer le score, on va utiliser xtest, ytest. Pour ce faire, donc, on va appeler notre modèle. Puis, on va utiliser la méthode score. Et entre parenthèses, on va écrire x, maintenant test, virgule, y, test. Et donc là, on obtient un score qui est égal à 100%. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc là, puisqu'on a utilisé l'arbre de décision, donc là, on va afficher le nombre de nœuds de notre arbre de décision. Pour ce faire, on va utiliser donc la méthode tree, donc dt.tree.nodeCount. Donc là, normalement, notre arbre de décision contient 17 nœuds. D'accord? OK, donc maintenant, pour bien comprendre, bien interpréter notre arbre de décision, on va essayer de faire quoi? De tracer cet arbre de décision. Avant, c'était un peu compliqué, donc avec les anciennes versions de scikit-learn. Aujourd'hui, et à partir de la version 0.22, on peut, donc déjà à partir de la version 0.21, on peut tracer notre arbre de décision. Pour ce faire, donc pour tracer cet arbre de décision, on va donc utiliser la méthode plot tree qui nous vient du module tree. Donc pour ce faire, alors from donc scikit-learn.tree import plot tree. Voilà, donc là, on a téléchargé la méthode plot tree pour tracer notre arbre de décision. Maintenant, on va utiliser cette méthode pour tracer l'arbre de décision. Donc, il suffit d'écrire plot tree. Entre parenthèses, maintenant, cette méthode, bien cette fonction, nécessite certains variables d'entrée. Donc, ici, pour afficher ces variables d'entrée, il suffit d'écrire encore une fois sur Shift Tab. Donc là, on obtient cette fenêtre dans laquelle on peut voir que pour pouvoir appliquer plot tree, donc il faut faire passer notre modèle. Ici, par exemple, c'est dt. Après, donc, nom des variables, nom des classes,
donc il y a plusieurs arguments à régler. Donc là, par exemple, on va faire passer le nom de notre modèle, c'est dt. Après, on va faire passer en fait, nom des variables. Donc, je vous rappelle que pour donc, récupérer les noms de nos variables, on va utiliser donc iris.fetchNames. Après, pour les classes, donc class names, donc là, on va utiliser iris.target. Target names. Après, on va ajouter donc l'argument field égale true. En fait, c'est pour afficher les nœuds avec des couleurs. Là, je vais mettre point virgule pour ne pas afficher les calculs. Voilà. Donc là, on obtient notre arbre de décision. Donc maintenant, pour tracer donc d'une façon claire, on va utiliser PLT pour fixer la taille de notre figure. Donc PLT.figure fig size donc égal. On va prendre par exemple 15,8. Donc là, on obtient donc notre arbre très clair maintenant. Voilà, donc là, je vous rappelle qu'ici, lorsqu'on a demandé le nombre de nœuds, il nous a dit qu'il y a 17 nœuds. On peut vérifier ça. Donc là, on peut voir qu'il y a normalement 17 nœuds. Donc, si on compte les nœuds, on va trouver 17. Donc, il y a 3, 6, donc plus 6, 12. Ici, il y a 5. Donc, il y a 17 nœuds. D'accord? Donc, pour chaque nœud, on a quoi? Donc, on a l'indice de Gini calculé déjà. Et donc, on peut, à partir de cet arbre de décision, on peut regarder quelles sont les règles de décision qu'on peut suivre pour déterminer la classe d'une nouvelle fleur. OK, donc c'est sympa comme ça avec cet arbre-là, mais on peut faire mieux. Donc, on peut traduire cet arbre sous forme d'un texte. Pour ce faire, on va utiliser la méthode export text qui nous vient du module tree. Donc, alors, from scikit-learn.tree import export text. C'est-à-dire quoi? Là, on va utiliser cette méthode-là, export text, pour afficher cet arbre qui contient donc des règles de décision sous forme d'un texte. Donc là, on va regarder, si on regarde cet arbre-là, on voit qu'il y a combien, à votre avis, il y a combien de règles de décision? Donc, chaque feuille représente une règle de décision. Donc, ici, on a cette feuille-là, donc, on a une règle de décision, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, en tout, il y a normalement 9 règles de décision. Voilà, donc là, pour pouvoir traduire cet arbre-là sous forme d'un texte, donc là, c'est-à-dire on va afficher 9 règles de décision. Il suffit d'utiliser la méthode export text. Voilà. Après, si on veut, comment on va utiliser cette méthode? Il suffit d'écrire print, donc export donc texte, entre parenthèses, on va faire passer le nom de notre variable, ici c'est dt, decision tree. Après, on va mettre quoi? Le nom de nos variables. Donc, c'est fetchNames égale, encore une fois, iris.fetchNames. Et voilà. Donc là, on obtient donc ces règles de décision. On a dit qu'il y a normalement 9 règles de décision. Donc là, on peut vérifier ça. Donc ici, il y a une classe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire quoi? Par exemple, ici, je vais reprendre la première règle de décision. Donc, d'après cet arbre de décision, on voit bien. Donc, la première chose qu'on peut vérifier, c'est quoi? C'est largeur de pétale. Si largeur de pétale est inférieure ou égale à 2,45, donc notre fleur appartient à la classe Cytosa. Sinon, si la taille si longueur du pétale n'est pas inférieure à 2,45, c'est-à-dire strictement supérieure à 2,45, il va nous poser une autre question. Est-ce que largeur de pétale est inférieure ou égale à 1,75, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il va nous poser une question. Et à partir de la réponse, on va pouvoir soit tirer donc une conclusion, c'est-à-dire
une règle de décision, ou bien on va définir un autre nœud. OK, donc là, c'est bien ça, mais quand même, cet arbre-là est un peu compliqué. La question qui se pose, est-ce qu'on peut optimiser, bien, est-ce qu'on peut réduire le nombre de règles de décision de cet arbre, sachant que là, on est en train de travailler avec une base de données très simple. La base de données Iris est une base de données très simple, utilisée pour des raisons académiques. Mais dans la pratique, si on travaille avec des vraies bases de données, normalement, on obtient des règles, des arbres de décision très compliqués. Alors, parmi les questions qu'on peut poser, est-ce qu'on peut optimiser notre arbre de décision, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réduire le nombre des décisions, autrement le nombre des feuilles? La question que oui. Pourquoi ici on a trouvé donc cet arbre un peu compliqué? Car on a utilisé notre modèle avec des hyperparamètres par défaut. Donc on n'a rien réglé ici pour les hyperparamètres. C'est pour ça qu'on a trouvé cet arbre un peu compliqué. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'optimiser notre arbre de décision. C'est-à-dire, on va utiliser donc la célèbre méthode Grid Search CV. Donc, cette méthode, encore une fois, elle nous permet de choisir les meilleurs hyperparamètres pour un modèle du machine learning. Ici, on est en train de travailler avec l'arbre de décision pour faire de la classification. Donc, on va utiliser cette méthode pour régler certains hyperparamètres de notre arbre de décision. Donc là, ou bien à titre d'exemple, ici, on va essayer de régler deux hyperparamètres. Le CCP alpha, encore une fois, c'est le coût de complexité, et critère. Critère, il y a deux cas. Soit on va utiliser le critère ou bien l'indice de Gini, ou bien on va utiliser l'entropie. Voilà, donc là, pour pouvoir utiliser Grid Search CV, donc on va charger cette bibliothèque pour se faire donc from scikit-learn.model selection import Grid Search CV. Donc ici, en fait, pour ne pas oublier, CV, c'est pour dire cross-validation. Donc là, la méthode Grid Search CV utilise la méthode cross-validation. Donc là, bien sûr, donc là, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut régler les deux hyperparamètres CCP alpha et critère. Donc, pour ce faire, donc on va créer un dictionnaire qui contient les valeurs qu'on veut tester pour CCP alpha et critère. Donc, voilà, donc là, je vais créer un dictionnaire que je vais appeler param grid, donc param et grid égale. Donc, je vous rappelle qu'un dictionnaire, donc, une séquence de données définie entre, un dictionnaire, c'est association des données définie en utilisant clés, valeurs, donc définie entre deux crochets. Alors là, pour pouvoir créer notre dictionnaire, donc là, le premier hyperparamètre qu'on va régler, c'est CCP alpha, donc là, CCP alpha. Donc, les valeurs qu'on va tester pour cet hyperparamètre, donc là, par exemple, on va tester 100 valeurs de l'intervalle 0, 0, 1, 2. Donc là, si à titre d'exemple, un p.linspace, entre deux parenthèses, là, je vais écrire 0, 0, 1 et donc 2. Après, je vais prendre 100 points. Donc là, on va tester 100 points pour le réel CCP alpha, on va tester 100 points. Ces points-là se trouvent dans l'intervalle 0, 0, 1, 2. Après, on va essayer donc de voir quel est donc le meilleur indice qu'on va utiliser. Est-ce que c'est l'indice de Gini ou bien l'indice ou bien l'entropie. Pour ce faire, donc là, on va donc ici on va donc écrire critérium. Donc les deux valeurs qu'on va tester, bien les deux cas qu'on va tester pour cet hyperparamètre. Donc là, on va prendre Gini et deuxième indice qu'on va utiliser, c'est l'entropie. Et donc là, on a défini un dictionnaire qui contient les hyperparamètres qu'on va régler, donc ou bien les valeurs possibles de nos hyperparamètres ou bien des hyperparamètres qu'on va régler, CCP alpha et critère. Voilà, maintenant on va créer un modèle qu'on va appeler grid qui contient donc la méthode Grid Search CV.
pour laquelle on va passer notre estimateur ou bien notre modèle, c'est le Decision Tree Classifier. Après, on va faire passer donc les valeurs qu'on va tester, donc param qui se trouve dans le dictionnaire param grid. Après, il ne faut pas oublier donc de faire passer un nombre pour l'argument CV, cross validation. Donc là, à titre d'exemple, je vais prendre 5. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner notre modèle. Donc là, on va entraîner le modèle grid, donc en utilisant la méthode fit. Donc grid.fit. Et là, on va faire passer, encore une fois, xtrain et ytrain. Voilà, donc on exécute cette cellule. Donc là, on a bien entraîné. Donc, on a testé toutes les valeurs possibles pour CCP alpha. Donc ici, 100 valeurs. Et les deux valeurs, ou bien les deux indices donc, qu'on peut utiliser pour le critérium. Après, on peut récupérer donc, nos meilleurs hyperparamètres. Donc, pour ce faire, il suffit d'écrire grid. Point. Donc là, si on clique sur Tab, on obtient best paramètres. Donc là, il nous dit que on peut utiliser, donc là, on peut utiliser, donc meilleure valeur de CCP alpha, c'est 0,01. Et donc, le critérium qu'on va utiliser, c'est Gini. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer notre modèle final. Tout à l'heure, le premier modèle qu'on a lancé a été avec des valeurs par défaut. Maintenant, on a essayé de régler nos hyperparamètres, ou bien les deux hyperparamètres CCP alpha et critérium. Donc là, il nous dit qu'il vaut mieux utiliser la valeur CCP alpha est égale 0,01. Alors donc là, on va créer notre modèle final, voilà, ou bien final model. Donc là, égal, Decision Tree Classifier. Maintenant, donc là, on va faire passer la valeur CCP alpha est égale à 0,01. Et donc, on va prendre, en général, par défaut, lui, il utilise Gini. Donc là, ça ne sert à rien d'ajouter critérium. Donc là, on a défini ce modèle. On va entraîner donc notre modèle final, final model.fit, en utilisant xtrain et ytrain. Donc voilà, tout va bien. Maintenant, on va calculer le score de notre modèle. Score point, en fait, final model.score. Et là, on va utiliser xtest et ytest. Donc, on obtient le score suivant. Après, si on veut afficher le nombre de nœuds pour ce modèle optimisé, donc on va faire final model.tree.node_count. Donc là, on obtient 9 feuilles. Tout à l'heure, il y avait 17 feuilles. 17 nœuds, pardon, mais 9 feuilles. Donc, par contre, là, on a 9, on a 9 nœuds. Maintenant, on va essayer de faire quoi? On va tracer notre arbre de décision, donc optimisé maintenant. Pour ce faire, on va utiliser donc cette ligne. En fait, ces deux lignes. Juste il faut faire attention, on doit modifier le nom de notre modèle. Donc tout à l'heure c'était DT pour dire decision tree. Par contre maintenant c'est final model. Voilà, donc on obtient notre nouvel arbre de décision. C'est un arbre optimisé maintenant. On peut lire facilement donc cet arbre et elle contient combien de règles de décision maintenant? 5 règles de décision. Alors que tout à l'heure il y avait donc 9 règles de décision. C'est un peu donc simplifier cet arbre-là. OK, donc de même, on peut exporter, donc là en fait il y a 5 règles de décision, donc on peut exporter ou bien traduire cet arbre-là sous forme d'un texte. Il suffit de faire quoi? Print, export texte, donc entre parenthèses, notre modèle maintenant c'est final model, virgule, donc feature names égale iris.feature names. Voilà, donc on obtient nos 5 règles de décision. Donc là, on voit bien, il y a une règle, ça c'est la deuxième,
troisième, quatrième et cinquième règle de décision. Voilà, donc là, on voit bien maintenant que si notre fleur a, donc, ou bien la longueur du pétale de notre fleur est inférieure ou égale à 2,45, donc cette fleur-là appartient à la classe Cytosa. Sinon, c'est-à-dire si la longueur du pétale est supérieure à 2, strictement supérieure à 2,45 cm, donc là, il va regarder largeur, en fait, longueur, il va nous poser une autre question. Est-ce que longueur de pétale est inférieur à 4,75. Si oui, donc là, il va nous poser cette question-là. Sinon, il va nous poser cette question. En tout cas, dans ce cas-là, après avoir réglé les paramètres CCP et les paramètres Criterion, donc là, on a pu optimiser, en fait, on a simplifié notre arbre de décision. Donc, au lieu d'avoir 9 règles de décision. Maintenant, on a juste 5 règles de décision. Donc, c'est plus facile à comprendre et à appliquer cette règle de décision. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour donc, ce notebook. Peut-être la prochaine fois, on va essayer d'appliquer l'arbre de décision, mais pour faire de la régression. D'accord? Donc aujourd'hui, pour résumer, on a fait quoi? On a appliqué l'arbre de décision pour faire de la classification et on a fait quoi? On a utilisé la méthode Plowtree pour tracer notre arbre de décision. On a utilisé la méthode Export Text pour traduire notre arbre de décision sous forme d'un texte. On a utilisé la méthode Grid Search CV pour optimiser certains paramètres de notre arbre. En l'occurrence, ici, on a optimisé donc deux hyperparamètres, le CCP alpha et le critère, en fait, l'indice qu'on va utiliser, est-ce que c'est l'indice de Gini ou bien l'entropie. Encore une fois, pour le CCP alpha, donc là, je vous invite à regarder. Allô?